Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième et dernière partie qui concerne la psychologie du Joker. Donc le Joker du film de Todd Phillips sorti en 2019. On continue cet entretien avec Yann Leroux qui nous fournit des pistes, des éclairages pour comprendre encore mieux la psychologie du Joker. Donc c'est parti, ne tardons pas, à de suite. Donc est-ce qu'on pourrait dire de manière provocante que la société peut t'amener à construire des criminels? D'évidence, oui, la société construit des criminels. Elle les fabrique. Hein. Là encore, c'est montré dans le film parce que il y a la rencontre entre un certain type de personnes avec son histoire, avec ses difficultés qui lui sont propres, le trouble neurologique de départ, l'histoire de sa naissance, le fait qu'il vive de façon trop prolongée avec sa mère, et puis de l'autre côté, des représentants de l'ordre moral qui se moquent éperdument des personnes qu'ils sont censés représenter, qui disent mais vous êtes que des clowns en fait, j'en ai strictement rien à faire de vous, moi ce qui m'intéresse c'est de gérer la ville comme je le veux, vos besoins j'en ai strictement rien à faire. Donc quand les figures d'autorité marchent comme cela sur les besoins des personnes qu'elles sont censées protéger, on arrive à une situation qui est extrêmement explosive. Est-ce que tu dirais que c'est un film politique? Et clairement, oui. De toute façon, tous les films sont politiques. Mais là, bien sûr qu'on voit les coups de stabilo du réalisateur. On pense bien entendu à Trump. On pense à tous les hommes politiques qui une fois sont élus, font exactement l'opposé ou qui ne font pas ce qu'il avait dit qu'il ferait. Comme s'il n'y avait pas comme si les engagements pris avec les électeurs finalement ne comptaient pas. Hein. Il y a aussi toutes les discussions autour de la post-vérité. Quand un homme comme le président des États-Unis dit que finalement la réalité n'a pas beaucoup d'importance et ce qui compte c'est ce que lui dit, on arrive dans des situations qui deviennent très très problématiques. Tout à fait. Pour entrer peut-être dans un volet plus clinique, à quel type de maladie mentale avons-nous affaire avec Arthur Fleck? C'est une fiction, hein, donc il a une maladie mentale de fiction, il a une schizophrénie de fiction, et puis il a une psychopathie de fiction. Hein. La schizophrénie, parce que bien entendu, il imagine des choses qui n'existent pas dans la réalité ou qui n'existent que dans sa réalité interne, et il prend des décisions en fonction de cela. Hein. C'est pas simplement imaginer des choses, c'est agir en fonction de ce qui a été imaginé. Donc il a très clairement des hallucinations. Et puis pour la psychopathie, c'est que au bout d'un moment, il change complètement de régime. Hein. Je dis il change de régime parce que habituellement, quand on est dans un fonctionnement schizophrénique, c'est très très rare que l'on soit schizophrène, que l'on soit psychopathe, pardon. Les schizophrènes sont plus souvent victimes de la violence des autres qu'auteurs de la violence. Donc malheureusement, dans les médias, on fait souvent un amalgame entre la schizophrénie et la psychopathie, alors que ce sont deux types de fonctionnement qui sont complètement différents. Ah mais tu fais bien de le souligner du coup, parce que c'est des propos qui viennent casser un petit peu les préjugés. Alors tu as tu as peut-être un peu répondu, même pas mal, mais à quel type de violence quel type dénonce le film? Quel type de violence? Je crois qu'il y a une très très grande violence sociale qui est montrée. Quand on voit les rues de Gotham, on se demande où est l'État, quoi. Où sont les autorités? Il n'y a plus rien ne tient. Il n'y a plus de voirie. Il y a une criminalité dans les rues. On se demande où sont les policiers. Ceux qui se présentent à la mairie méprisent les gens qui vont les élire. Donc là, il y a une très très grande violence symbolique. Et puis il y a une violence intime dans ce corps à corps entre un fils et puis le corps de cette mère qui est complètement abîmée, hein, enfin psychiquement et physiquement, elle est au bout du rouleau, la mère d'Arthur Fleck. Hein, elle n'y arrive plus. Et
on aimerait leur venir en aide en essayant de mettre du tiers entre deux, et puis un tiers qui soit autre que celui de la télévision. Donc le fait que personne ne vienne aider ce couple est aussi une violence. Et puis il y a la violence qu'il subit, Penny Fleck, qui se fait littéralement tabasser par une bande de gamins. Il est objet de moqueries, de violences sur son lieu de travail. Enfin, les moments où il peut être en sécurité sont vraiment très réduits. Et n'ayant pas reçu les bases affectives, etc., il ne peut pas être sécurisé dans son environnement et avec les autres, du coup. Oui, je pense vraiment que ça marche comme ça, que chez lui, ce qu'on imagine, c'est qu'enfant, ça a dû lui manquer quand même beaucoup, et que même dans sa vie d'adulte, il peine à trouver des personnes sur lesquelles il pourrait s'appuyer, et des personnes qui seraient suffisamment solides et qui seraient là suffisamment longtemps, qu'il pourrait aimer suffisamment longtemps et qu'il aimerait suffisamment longtemps pour pouvoir réparer un peu toutes ces blessures de l'enfance. Et du coup, il endosse ce rôle de Joker à travers une panoplie, on va dire, donc par le maquillage, par le costume. Quelle symbolique a le costume du clown dans le film? Dans le film, je trouve que c'est la symbolique du clown de base. Hein. C'est quelqu'un qui est fait de briques et de broc. C'est quelqu'un qui n'a rien d'harmonieux. Hein. C'est en cela que ça suscite le rire, parce que souvent les choses qui nous font rire, ce sont des choses qui détonnent. On construit un scénario dans une direction, et puis d'un seul coup, clac, il y a quelque chose qui est complètement étonnant. Là, le clown, c'est tout à fait ça. Il a des chaussures qui sont trop grandes, le pantalon aussi. Le pantalon est fait avec des carreaux de couleur criarde, la veste aussi jaune, verte, et puis le maquillage avec cette grande bouche, les grands yeux. Enfin, c'est vraiment des... Il y a quelque chose qui est détonnant et qui est un peu grotesque dans le costume. Ce qui l'amène en plus, je trouve, c'est que il y a quelque chose de sale, de sali dans le maquillage. Oui, tout à fait. Et alors on avait déjà ça avec le Joker précédent, hein, avec les choses n'étaient pas tout à fait bien posées, et il y a comme une espèce de, comment dire, le maquillage, c'est pas simplement le clown. Le maquillage, c'est aussi la figure de la mère qui s'apprête et qui se maquille, qui se pomponne pour quelqu'un d'autre. Hein. Et là, ce que dit Arthur Fleck avec ce maquillage, c'est d'une part qu'il est identifié à cette femme-là qui s'apprête pour quelqu'un d'autre, et qu'en même temps, il y a quelque chose de grimaçant dans cette identification. C'est pas le visage souriant d'une femme qui est heureuse d'aller retrouver son chéri. Hein. Il y a quelque chose de sale et il y a quelque chose qui va pas. Hein. Alors c'est pas souligné, hein, c'est une construction que l'on peut faire, mais je pense que ce qui ne va pas, c'est que ce visage-là, il n'est pas tourné vers quelqu'un d'autre, il est tourné directement vers l'enfant, et c'est en fait la sexualité adulte perçue par l'enfant qui donne cet aspect très sale du maquillage du Joker. D'accord. Mais écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes les questions. On va s'arrêter là, parce qu'on a répondu à la totalité des questions que nous avions préalablement réfléchies. Puis encore une fois, merci Yann pour ces précisions, ces éclairages, ton argumentation, et je te dis à une prochaine du coup. À une prochaine. Au revoir. Merci Yann. Au revoir. Ainsi s'achève cet entretien que j'ai pris plaisir à construire, à réaliser pour vous. Je remercie encore Yann Leroux pour cette participation. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.